Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de MMA Time. Bonjour à tout le monde. Alors aujourd'hui au programme on a 4 parties. En premier lieu on va traiter l'UFC on Fox 18, l'événement du week-end dernier, qui a vu pas mal de combats intéressants, notamment la victoire expéditive de Johnson. On reviendra dans le détail tout à l'heure. Dans la deuxième partie, on va traiter de l'actualité la plus brûlante, c'est l'UFC 196 qui se transforme en UFC Fight Night 82. Dans la troisième partie, on va parler de Ronda Rousey et toute son actualité. Le Saturday Night Live qu'elle a fait le week-end dernier, tous les films qu'elle a à venir, un peu tout ce qu'elle va faire dans les mois qui viennent. L'intervention de sa mère sur le podcast Submission Radio en Australie. Ouais, absolument, c'était super intéressant. Et enfin, en quatrième partie, il y aura une petite série de news qu'on va vous balancer. Et on va aussi faire un petit jeu de pronostics entre Tony et moi. On va voir qui a les bons résultats pour l'UFC Fight Night 82, donc du week-end prochain. Tony, je te laisse la parole. Donc là, on va attaquer tout de suite la main card de l'UFC Fight Night qui s'est déroulé ce week-end. On va faire dans l'ordre des combats les plus importants, et puis après, si on a le temps, on partira sur la preliminary card et les early prelims. Ouais. Tout de suite, on va attaquer avec le sérieux. Hein. Donc, le premier combat, ouais. Johnson contre Bader. Expéditif. C'est le moins qu'on puisse dire. 1 minute 26. Moi, perso, j'ai quasiment presque rien à dire dessus, tellement Johnson a été bon, Ouais. et Bader a été mauvais, en fait. Tu connais Johnson, tout le monde sait que en termes de puissance pour te mettre KO, c'est celui qui a le plus d'efficacité pour le faire. Et Bader est bon sur les takedowns et en étant patient et justement dans une optique de démunition. Donc son game plan, il l'avait dit, Johnson, il y avait deux solutions. Soit il partait direct pour un takedown, soit il était un peu plus patient. Là, il s'est précipité, pas comme un idiot, mais je sais pas si c'était la pression, la peur, ou il s'est jeté mal dans ses jambes. Il a plaqué très bas, il a complètement raté. Il s'est retrouvé tout de suite au sol. Au début, il a bien résisté à la soumission. Que tentait Johnson, si j'ai pas Non, compris. c'est l'inverse, c'est Bader qui a tenté une Kimura, mais Ah oui, excuse-moi, d'accord. mais il avait aucune prise sur le corps de Johnson, donc c'était pas possible. Et au final, Johnson l'a démoli au sol, et fin du combat, on attendra Johnson contre le vainqueur de Cormier-Jones. Ouais, c'est ça, ouais. Bah Johnson, c'est vraiment installé comme le numéro 3 de la catégorie. Pour moi, il est devant Gus désormais. On a John Jones, toujours l'homme à battre. Il est invaincu malgré tout. On a Cormier, qui s'est détaché, qui a vaincu Johnson, qui a vaincu Gustafsson. Et désormais, pour moi, en numéro 3 clair, c'est Johnson. Pour moi, il est devant Gus maintenant, devant Alexander Gustafsson. D'ailleurs, je veux pas te mettre en porte-à-faux, mais là, Gustafsson, il a déjà un prochain combat qui est prévu ou pas? Je crois pas qu'il y ait de combat annoncé, pas encore, non. Donc pour le moment, de toute façon, on n'aura même pas, enfin lui, il n'a même pas la capacité de revenir Non, il avait... en possible numéro 3 tant qu'il a pas... Il sortait d'une guerre contre Cormier, donc il a eu, je crois, 3 ou 4 mois d'arrêt, et donc le temps qu'il prépare tout ça, effectivement, il n'est pas encore dans les prévus. Donc ouais, sur ce combat-là, moi je voudrais revenir effectivement sur le mauvais plan de Bader. Bader, ce qu'il a fait, il avait deux options, tu l'as dit très justement. Il avait l'option ultra agressive pour essayer de surprendre Johnson, et il avait l'option attentiste, l'option de la peur, essayer de canaliser un peu cette puissance, de canaliser le knockout power de Johnson. Il a choisi la première option, sauf que, comme tu l'as dit encore très justement, il s'est vraiment précipité, il a mal jaugé la distance, il s'est jeté dans les pieds carrément sans aucune préparation dans son attaque, parce que quand on va faire un takedown, tous les lutteurs vous le diront bien mieux que moi, quand on va faire un takedown, il faut le préparer. Et a fortiori dans un sport où il y a du contact comme le MMA, il faut le préparer, l'amener avec des combinaisons, avec du striking. Lui, il s'est directement jeté dans les pieds, enfin c'était évident, c'était grossier, il était dans une distance bien trop grande. Il s'est jeté dans les pieds de Johnson. Et surtout, c'est ce que je te disais tout à l'heure, moi je lui reprochais pas d'avoir fait un takedown en fait. Ouais. Le problème, c'est que j'aurais aimé le voir prendre d'abord la température pendant au moins 1 minute, faire le tour de la cage, jauger la distance, essayer de prendre le contrôle de l'octogone dans le centre, dans le déplacement. D'autant qu'il a beaucoup progressé en boxe. Ouais. Voilà, ou essayer de fuir. Et bien sûr, dans le combat, tenter un takedown, mais tenter un takedown quand t'as à bonne distance raisonnable. Là, il est trop loin, il lui plonge dans les tibias. Ouais, il lui plonge, exactement. Donc, dans les chaussettes. Ouais, et d'ailleurs, c'est pour ça que tu vois bien, d'ailleurs, la tête de Bader arrive complètement sur ses pieds, quasiment, et Johnson est complètement la tête au niveau de ses fesses en fait, par-dessus lui. Ouais, c'est ça, mais Johnson est un tel striker et à un tel niveau en boxe que les gens oublient qu'il a un background de lutteur. Il est formé,
c'est un lutteur universitaire de bon niveau. Il est formé à la lutte, donc ça, c'est clairement pas quelque chose qui va le surprendre. Il sait défendre des choses comme ça. Donc ouais, tu parles du game plan de Bader qui était très mauvais. Ensuite, c'était du Johnson classique. Il a terminé ça en 1 minute 26, une puissance phénoménale. Il l'a assommé, tout simplement. Il a réussi à l'assommer. Il est monté en full mount et il l'a terminé au sol très rapidement. Qu'est-ce qu'on a vraiment appris que Johnson est terrifiant, qu'il a une puissance dévastatrice, ouais, c'est ça, on a appris que c'était le numéro 3, c'est ce que je disais au début. Et dernier truc aussi qu'on a réellement appris en conférence de presse, c'est que Johnson a dit qu'il était prêt à attendre un an à s'asseoir pour combattre en ayant le vainqueur de lui, il souhaite absolument contre la ceinture, ouais. Après, il a dit si on me propose un combat, c'est un chèque, donc je le prendrai. Mais moi, s'il le faut pour être sûr d'avoir mon title shot, je reste assis jusqu'en janvier prochain. Si, imaginons par exemple que Cormier, Jones, de toute façon, ça doit être annoncé normalement dans la semaine, mais que ce soit en avril ou en mai, que les deux soient dans un tel combat que les médecins les suspendent pour 6 mois, ça force Bader Johnson à attendre pour 8-9 mois facile à s'asseoir s'il refuse un autre combat au risque de le perdre. Donc voilà. Ouais. Il a dit qu'il était ouvert à un combat, mais il est prêt aussi à s'asseoir et à pas... Je vois pas dans la catégorie qui peut l'inquiéter réellement. De toute façon, c'est simple. Jones, il a dit cette semaine dans une déclaration, en light heavyweight, il me reste 3 combats d'ici. Ouais. La revanche. Enfin, c'est même pas la revanche parce qu'il avait déjà gagné, mais il revient pour reprendre sa ceinture. Il a mis en numéro 2 Johnson, parce qu'il estime qu'il lui doit un combat après ce qui s'est passé l'année dernière quand il a été suspendu et que son titre lui a été retiré. Et enfin, il veut revoir Gustafsson parce que, on le voyait dans l'interview avec Ariel Helwani, il disait « Ok, c'est le combat où j'ai été mis le plus à mal par un combattant, mais je m'étais pas entraîné, le week-end je faisais la fête. » Donc dans sa tête, je pense qu'il a envie de s'entraîner à fond. Il en c'est le combattant qui lui a posé le plus de problèmes en plus. Donc ouais, il enlève rien au mérite de Gus, mais c'est juste, il dit voilà, je veux voir ce que moi je vaux quand je suis à mon top niveau. Donc bien sûr. Il estime qu'il a ces 3 combats-là et après, direction les poids lourds. Ok, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce combat. C'était assez court, mais le combat lui-même était assez court. En enchaînement, on va sur les poids lourds directement. George Barnett contre... Voilà, absolument. Là, on passe sur les poids lourds. Rothwell. Barnett contre Rothwell. Donc tu veux commencer ? Non, je t'en prie, vas-y. Alors attends, juste je retrouve mes fiches. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur ce combat ? C'est simple. Si tu veux réfléchir avant, et moi je sais ce que je vais dire, c'est que... Alors tout le monde est en train de dire que c'était exceptionnel la soumission de Rothwell, je suis d'accord, elle est belle, je suis pas assez spécialiste après en jiu-jitsu pour moi estimer que genre techniquement c'est comme au foot, je pourrais dire que là c'est fou ce qu'ils viennent de faire comme but. J'arrive à comprendre que c'est beau et que Barnett, c'est la première fois qu'il est soumis, donc c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce qui m'a plus marqué dans le combat, moi, c'est que Barnett était super efficace dans son jab. Il le touchait énormément. Donc pareil, un tout petit peu de précipitation parce que tu voyais Rothwell le chauffer et lui dire viens, il aurait pas dû aller l'engager. Ouais. Il aurait dû continuer à lui mettre des jabs parce qu'il faisait un bon travail. Et deuxièmement, Ben Rothwell, il était super en pression. Il venait vraiment sur lui à chaque fois. Et d'ailleurs, Joe Rogan le disait. Il est en southpaw, il se tient en garde de droitier, il est face à lui. C'était très bizarre ça, ouais. C'était super bizarre, mais n'empêche qu'à chaque fois, il coupait toujours la distance, il venait sur lui, il l'étouffait. Donc moi, c'est ça que j'ai vu. Après, je suis pas fan des combats des poids lourds parce que, contrairement à des Dominic Cruz, j'aime bien quand ça bouge, quand c'est un peu plus beau. Là, c'est pas tôt, c'est lourd, quoi. Et c'était assez lourdeau les deux, effectivement, ouais. Barnett, je l'ai trouvé plutôt à l'aise au début. Comme tu l'as dit, il a contrôlé le combat avec son jab. Rothwell dégageait plus de puissance. Malgré tout, il dégageait plus de puissance. Il avait l'air plus physique. Mais tu avais le sentiment qu'il encaissait bien les coups, par contre, Barnett. Tu voyais la puissance des coups de Rothwell, mais tu avais l'impression qu'il était capable... Comment te dire ? Il faisait pas trop de grimaces. Les impacts des coups qu'il a pris, tu n'avais pas le sentiment que ça le marquait trop, en fait. Ouais, c'est un combattant très expérimenté. Il a 38 ans. Il a je ne sais combien de combats à son actif, Barnett. Donc c'était pas ça qui allait l'impressionner. Mais... Pour revenir sur ce combat, ouais, c'est... je sais pas, il y a quelque chose qui m'a interloqué. Ce combat, il était lent, il était pas clair, on voyait pas exactement ce qui se dessinait. Il y avait Barnett qui contrôlait un petit peu avec son jab, Rothwell qui essayait de se positionner avec une garde un peu imprécise, un coup, comme tu l'as dit, en fausse patte, un coup en droitier, un coup complètement de face. Ce qui est c'est jamais recommandé ça en boxe ou en striking, on peut pas se mettre de face comme ça avec les jambes plates et face à son adversaire, on est une cible trop facile. Et puis sur sa soumission, ouais, là j'ai vu de l'explosivité que je soupçonnais pas, et j'ai vu une efficacité. Ça m'a fait penser la manière de Barnett de se faire avoir, ça m'a fait penser à la manière dont Kane s'est fait avoir contre Werdum. Il s'est jeté dans la gueule du loup et il s'est fait attraper et là c'était fini. En quelques secondes avec la pression vraiment
importante de Rothwell. Mais c'est ça qui est marrant, tu vois. Finalement, on va en venir aussi sur le combat de Sage Northcutt. Ouais. Mais j'ai l'impression que le maître mot pour les 3 gros combats, disons, de cette carte ce soir-là, ça a été la précipitation. Ouais. T'as Sage Northcutt qui avait pas besoin d'amener au sol, on débriefera après, mais Barnett qui s'est précipité. Il aurait pu encore continuer la distance, jouer et pourquoi pas aller voir la décision, j'en sais rien, mais éviter la puissance de Rothwell. Bader qui a tiré direct à 30 secondes pour le takedown. Et finalement, t'as tous l'impression de te dire bah, vous y allez trop vite. Soyez plus patient. Après, on n'est pas dans la cage, et peut-être des fois c'est plus compliqué à faire, je sais pas, ou tu sens le coup, t'as envie d'attaquer, je sais pas, mais en tout cas, quand t'es extérieur à ça, t'es pas dans le feu de l'action, que t'as le temps de le voir, t'as envie de lui dire bah attends. Pose ton jeu, sans les choses venir, jauge-le, et une fois que tu l'as jaugé, voilà, tu peux y aller. Ouais, c'est ça. Bon, je pense que c'est à peu près tout sur ce combat, on a dit tout ce qu'il y avait à dire. On voulait enchaîner directement ensuite sur le combat de la soirée, il a été choisi comme tel par l'UFC. Nous aussi, pour nous, c'était le combat de la soirée. Ouais. On a vu 2 combattants qui nous ont plu, surtout l'un des deux, on va dire la vérité, surtout l'un des deux. Donc c'est le combat entre Jimmy Rivera et Yuri Alcantara. C'est le combat de la soirée, c'était un combat en lightweight. Alors Rivera, c'est le sosie de non, c'est pas en lightweight, pardon. Excuse-moi, je crois que c'était Non, c'est en bantamweight. Bantamweight. C'est bantamweight. Rivera, c'est le sosie de Chad Mendes. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Et il me rappelle un peu dans sa manière de se bouger Urijah Faber. Ouais. Et très bon en boxe, grosse pression, gros cardio. Il a mis un vrai rythme. Je sais pas ce qu'il vaut au sol, mais moi il m'a plu. Je le connaissais pas. Il était, je crois, sur une série de 18 victoires consécutives. Ouais, je vais revérifier. Je suis quasiment sûr, j'ai les chiffres en tête, mais 18 victoires. Donc je crois que là, pour le prochain match, il a demandé à avoir quelqu'un du top 10. C'est mérité. Ce qui sera intéressant. Et je le connaissais pas avant ce combat, il m'a vraiment beaucoup plu. Et j'ai hâte de le revoir. En plus, ce qui a l'air bien, c'est qu'il n'a pas été marqué. Il n'a pas été marqué plus que ça dans son combat, quoi. Non, assez décevant. Son adversaire Alcantara, il est un peu plus connu, un peu plus reconnu dans le milieu. Et il était. Il s'est réveillé trop tard. C'était trop peu, trop tard. Il s'est réveillé vraiment en fin de 3e round, quand Jimmy Rivera avait déjà mis la pression, avait contrôlé l'octogone, avait contrôlé le combat avec sa boxe. Alcantara s'est réveillé bien trop tard. Moi, j'ai aimé aussi la prestation de Rivera. On a senti qu'il avait du cœur, il avait ce côté, ce panache qu'on aime chez les combattants. Il était chez lui en plus dans le New Jersey, donc il s'est donné à fond, il était porté par le public. Moi, j'ai vraiment aimé ce combattant. Ce que j'ai aimé le plus, c'était son jab, c'était sa manière de contrôler avec son jab, il a une très bonne déplacer. Vraiment un super combattant, une belle révélation. Après, il va falloir le voir contre un combattant du top 10. On l'a encore vu contre personne réellement. C'est ça que je me suis dit en fait. Pendant le combat, je me suis fait exactement la même réflexion. J'aime beaucoup, il a un bon niveau. Ouais. Imagine-le face à Cruz. Ouais, non, c'est. Non, mais c'est le jour et la nuit. Je me suis fait pendant 2 secondes la réflexion, le déplacement et tout. Même contre Dillashaw. Hein. Mais justement, je me suis dit déjà, vois le niveau de Dillashaw, mais vois ce qu'a proposé Cruz à Dillashaw. Ouais. Mais Rivera face à l'un des deux que je ne connaissais pas et que j'aime beaucoup, et je serais intéressé de revoir maintenant tous ses prochains combats. T'as l'impression qu'il y a une vraie différence. Si tu me permets, je vais donner le. Donc, ouais, il a 3 victoires là, consécutives à l'UFC. Ouais. Et en tout et pour tout, il a 18 victoires consécutives. Ouais. C'est ça? Non, plus même. 19 victoires consécutives. Il était à 18 avant le combat et 19 avec le combat. Ouais, toutes compagnies confondues. Mais 3 victoires consécutives à l'UFC. Donc ouais, je pense qu'il serait intéressant de le voir désormais avec un adversaire d'un plus gros calibre. Ouais, top 10. Mais ce qui serait bien, ce serait justement, contrairement à ce qui a été fait avec Sage Northcutt et les observateurs l'ont dit, c'est que là, il a 26 ans, Rivera. Donc il est jeune sans être jeune pour le sport. Mais disons qu'avant d'atteindre des combattants du top 5, moi j'aimerais bien qu'il ait 28 ans. C'est-à-dire qu'on fasse comme à la boxe, l'UFC prenne le temps de le construire petit à petit. Bien sûr, ouais. Sage Northcutt, il a été, tant mieux, il est super actif, il voulait un 3e combat avant ses 20 ans. Il s'est un peu brûlé les ailes. L'UFC lui a un peu brûlé les ailes, il s'est un peu brûlé les ailes tout seul. Vera, il avait soi-disant, enfin, c'est pas soi-disant, il avait une excuse qui a fait que. Il était blessé, c'est ça? Il était blessé, il était malade, il était sous antibiotiques. Mais ce que je veux te dire, c'est que. Rockhold était malade aussi, hein, et la performance qu'il a. Voilà. Et après, moi, je te dirais pourquoi lui a estimé que ça avait influé sur sa performance. Mais ils font partie des combattants. Brian Ortega, ouais. Yair Rodriguez, Jimmy Rivera,
Sage Northcutt. Et là, c'est les 4 qui viennent à l'esprit, mais il y en a d'autres. Je crois qu'Almeida, il est encore jeune, non? Thomas Almeida, très jeune, ouais. Je crois qu'il a 21 ou un truc comme ça. 21 ans, ouais. C'est parmi la future élite de l'UFC, du MMA, et j'ai envie j'ai envie de les voir très vite au sommet, d'accord, mais il faut pas non plus qu'ils brûlent les étapes. Par exemple, là, ce que fait l'UFC avec Mickey Gall, c'est un combattant qui a été recruté dans Looking for a Fight. Ce sera normalement le futur opposant de CM Punk, quand ils auront quelle est la fameuse date du combat. Mais là, il va être sur le prochain UFC qui arrive ce week-end. Il a 24 ans, Thomas Almeida. Voilà, donc il est jeune. Il arrivera sur l'UFC entre Thompson et Hendricks ce week-end, Mickey Gall. Et il est en combat de early prelims. Ils lui ont mis quelqu'un, voilà, tranquillement, ils vont l'amener, ils vont le montrer un peu au public et ils vont prendre le temps de le construire. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est dommage des fois de prendre des jeunes qui sont effectivement super talentueux. Et tout le monde l'a dit, on en reparlera dans 30 secondes quand on va faire Sage Northcutt. Il a que 19 ans, c'est pas grave. Bien sûr. T'étais à 7 victoires, maintenant t'as 7-1 à ton truc. Tout le monde t'a un peu charrié parce que t'as tapé soi-disant vite. Lui disait qu'il était malade et que les antibiotiques, il avait du mal à respirer, que c'est pour ça qu'il a tapé vite, qu'il sentait vraiment pas lui-même et qu'il était lourd sur ses appuis et qu'il avait les jambes en coton. Maintenant, justement, construisez-les doucement. Petit à petit, ouais, je suis d'accord. Il faut pas brûler les étapes, je suis absolument d'accord. Sur ce combat-là, après tout, ça va, on a dit à peu près ce qu'il y avait à dire. On a commencé déjà à parler du combat entre Barberena et Northcutt. On va continuer. Ouais, on va continuer. C'est un combat très très intéressant à plein de niveaux. Alors, il y a le ressort psychologique, bien sûr. Il y a Northcutt qui était le petit chouchou, la nouvelle star de on a découvert qu'il était non seulement le chouchou, mais aussi la personne la plus haïe. Sur Twitter, évidemment, ouais. Sur Twitter, quand il a perdu, les combattants... L'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Enfin, il y a eu moitié des combattants qui ont pris sa défense. Par exemple, Cerrone lui a dit viens t'entraîner avec moi, tu vas remonter, t'inquiète pas. Et d'autres combattants, j'ai plus les noms en tête, mais qui ont dit c'est pas grave. Et Barberena et d'autres qui sont mis à le charrier en disant c'est ça, l'UFC, votre nouvelle recrue, votre pépite, le futur. Donc... C'est les deux, exactement. Ouais. Le revers de la médaille, un peu à l'image de ce qu'a subi Ronda quand elle a perdu. Énormément de gens qui l'attendaient au tournant. Si Conor venait à perdre, je sais même pas parce que là, on parle de gens qui vont se déchaîner sur Twitter. De Dana. Exactement, ouais. C'est le fait, j'ai l'impression qu'il soit aimé, tu vois, par Dana et un peu protégé, mis en avant par Dana, qui fâche les autres. Parce qu'il a une bourse qui est supérieure aux autres, Northcutt. Il est, pour un gamin de 19 ans, il est mieux payé que la plupart des combattants de la compagnie. Ouais, mais comme il le dit, il a des combats plus ou moins sur mesure. Il amène du public à partir du moment mais il amène exactement... ça faux procès. Exactement, il s'entraîne dur et il amène d'un point de vue marketing une plus-value à l'UFC et aux télés qui le diffusent quand c'était sur Fox le week-end dernier ou quand c'est en pay-per-view, pardon. Donc ouais, sur le combat lui-même... Sachant que juste, excuse-moi de te couper, mais 2 jours avant, Sage Northcutt a dit qu'il était aux urgences. Ah, carrément. Pour qu'on lui prescrive des médicaments, enfin des antibiotiques. Donc il n'était pas aux urgences en train d'agoniser, mais il était malade. Il a pris son combat dans une catégorie de poids supérieure parce que justement ses entraîneurs lui avaient dit vu que tu es malade, c'est bien, tu n'auras pas à faire un weight cut. Donc peut-être que tu récupéreras plus facilement... parce que tu étais malade. Ouais, il a combattu il était pas dans des dispositions en welterweight et non en lightweight comme d'habitude. Il était pas dans des dispositions idéales, quoi. Ouais. Le combat lui-même, moi j'ai trouvé un Sage plutôt pas mal au début. Comme d'habitude, athlétique, explosif, puissant, rapide. Il était dans un gameplay intéressant, il était offensif. Et puis rapidement, il s'est fatigué, je sais pas, à peu près à la 3e minute du premier round, il a commencé un petit peu à faiblir. Barberena s'est installé dans le combat tranquillement, il a un peu fait de dirty boxing, il était un peu plus vicieux, un peu plus malin, il l'a amené dans le clinch. Et ensuite, donc début du 2e round, si je dis pas de bêtises, c'est le moment où Sage prend une sorte de risque inconsidéré, un coup de pied retourné circulaire de je ne sais quoi, où il se retrouve au sol sans aucune raison en fait. Il s'est amené au sol lui-même, en position de défense. Et là, Barberena, qui est un assez bon combattant en jiu-jitsu brésilien, c'est à ce moment-là qu'il a commencé son vrai combat. Le vrai combat de Barberena a commencé à ce moment-là. Il est arrivé sur Sage qui était au sol, et il a commencé à le travailler, et c'est le moment exactement où il y a eu cette fameuse soumission, mais cette arm triangle, c'est ça si je dis pas de bêtises, un triangle avec le bras. Et beaucoup de gens ont été surpris que Sage soit soumis aussi rapidement et qu'il tape aussi rapidement.
Parce que si vous regardez bien la scène, le bras de Barberena, donc quand il amène comme ça le bras de Sage collé à son oreille, il était du mauvais côté. Donc habituellement, quand on voit cette soumission, le corps est du même côté que la soumission. Et là, c'était l'inverse. Et donc personne ne comprenait pourquoi Sage avait tapé aussi rapidement. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que si je parle sous le contrôle des experts qui nous regardent, c'est que la pression peut malgré tout être mise, être installée avec le corps en décalage, en side control et non en contrôle complet. Bah d'ailleurs, Luc Thomas disait un truc super intéressant à ce sujet-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il disait il y a énormément de gens qui ont déjà tapé sur une soumission pareille. C'est pas la fin du monde et c'est pas une honte. C'est pas du tout en fait, une honte, bien au contraire. Ouais. Il tape exactement à l'âge de Northcutt, dans les mêmes conditions que Northcutt, mais il tape dans des petites ligues. Il tape pas à l'UFC en fait. Exactement. Et il dit c'est pas grave. Combien de personnes qui pratiquent le Jiu-Jitsu ont de... Et ça, je trouvais ça super intéressant comme analyse. C'était de te dire, effectivement, combien de personnes qui ont pratiqué tapent toujours dans des circonstances complètement débiles. Ouais. C'est pas grave, c'est juste que tu apprends, tu défendras mieux la fois suivante, tu auras moins peur, tu prendras plus ton temps, tu feras la position du coude qu'il faut avec la position du bras et la tête pour reprendre ton souffle. Mais surtout, ça arrive pas avec l'exposition de l'UFC. Et donc, effectivement, tout le monde est plus critique et plus méchant avec toi quand parce qu'il est sous les projecteurs, ouais, absolument. Mais d'ailleurs, c'est intéressant. Donc, on parlait de ressorts psychologiques, on parlait de plusieurs choses. C'est un gamin de 19 ans. Il faut se rappeler de qui vous étiez quand vous aviez 19 ans. Moi, je me rappelle de comment j'étais. Et le gamin, c'était son combat, son 3e combat en 3 mois. Il faut pas perdre ça de vue. C'est quelqu'un qui est en train d'apprendre. Il est très très jeune. Regardez l'âge des combattants, l'âge des champions, l'âge des combattants de top 10 dans chaque catégorie. Ils ont tous plus de 26, 27, 28 ans. C'est très rare qu'ils aient moins de 28 ans. Ça, c'est rarissime. Sur sa mentalité, il y a un facteur qui joue en plus énormément. C'est-à-dire que pour ceux qui ont connu la série Friday Night Lights, il a exactement la mentalité texane des jeunes lycéens de Friday Night Lights, la série de, comment il s'appelle, Peter Berg comme réalisateur. Il appelle tout le monde Mister. Dès qu'il fait une interview, il dit Mister. Donc je pense qu'il appelle même son père Mister. Il est ultra poli, il est toujours content, genre il pleut, c'est génial. C'est un clean teen. Ouais. Donc à 19 ans, il n'a pas encore... il a la bague de pureté et tout ? Non, il n'a pas la bague de pureté, mais il fréquente pas des filles encore, il connaît pas, il est toujours content, il est toujours souriant, il pleut, il est content, il neige, il est content, il a une défaite, c'est pas grave, je reviendrai mieux que jamais. Donc, c'est un gamin de 19 ans. Ouais. Ce qui est bien, c'est que visiblement, lui, en tout cas, se laisse pas... Oui, mais tu pourrais avoir aussi la personne qui va intérioriser énormément la défaite, et qui va très mal la vivre, et qui va avoir du mal à passer outre parce que t'as tout le monde qui se déchaîne autour de toi. Ouais. Et là, il a perdu justement exactement en fait avec les défauts de ses qualités. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est super enthousiaste, qui va très vite, qui est explosif et qui te roue de coups l'adversaire dans le round 1. Il a tapé très vite. Et puis tu te dis comment est-ce qu'il va être derrière le combat ? Finalement il a pris un choc, il est pas sur les réseaux sociaux, ça va, il était toujours souriant, toujours direct, il a fait une vidéo tout va bien, je reviendrai plus fort que jamais, monsieur Cerrone, merci pour votre message. Il est super marrant, c'est une vraie mentalité américaine. Il est respectueux, c'est bien. Ultra respectueux, c'est super marrant. Mais donc justement, non, je pense qu'il va revenir et que... Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je pense que cette défaite ne va lui faire que du bien. C'est un truc ultra positif pour lui, ça va déjà faire tomber la pression, il est plus invaincu, il a plus cette étiquette, c'est une pression en moins, il ne peut que progresser, il va travailler son jiu-jitsu, il va s'entourer des meilleurs, parce que l'UFC est loin de tirer un trait sur lui. Il rejoint à plein temps Tristar Gym, la salle de Firas Zahabi. Exactement, donc il sera avec Rory McDonald, GSP, Olivier Aubin-Mercier et tant d'autres. Et Safiedine et tout, donc il va être entouré vraiment bien. Son père restera son coach, mais un peu moins. Je pense que ça aussi, ça peut être un peu peut-être couper positif, le cordon. Parce que non, mais à côté, avoir le père qui te noie l'enfant à chaque fois, hurler les... Je sais pas si c'est bon. Deuxièmement... Oui, c'est bien, ça va faire tomber la pression, je suis totalement d'accord avec toi, c'est juste dommage que ce soit arrivé, c'était pas nécessaire qu'il y ait une... L'intérêt qu'on va avoir pour Sage Northcutt, on va encore l'avoir parce qu'on va vouloir voir comment il rebondit. Donc la hype, elle va pas partir sur lui. C'est juste qu'il a une défaite, c'est juste un tout petit peu dommage. Soit il aurait pu faire comme finalement Verdum qui a refusé de combattre parce qu'il était pas à 100%, ou alors attendre et pas vouloir forcément combattre absolument avant ses 20 ans. Ouais, ça c'était... Il a fait son erreur de jeunesse. Il a fait le pari, il a perdu, ça arrive. Mais moi je pense très sincèrement qu'il va revenir. Ses qualités sont trop importantes pour qu'il ne revienne pas. J'ai toute confiance en lui, moi. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ensuite, donc il y avait aussi un autre combat dont on voulait parler. Safiedine Ellenberg. Absolument, Safiedine Ellenberger. C'était un combat en welterweight.
Je te laisse prendre la parole. Moi, c'est un combat que j'ai vraiment apprécié aussi, très technique. On va le faire rapidement parce que de toute façon, là aussi, il n'y a pas tant de choses à dire finalement. Il a extrêmement bien géré sa garde. Il a extrêmement bien géré la distance, Safieddine. Il a mis tous les coups de pied qu'il fallait pour détruire Ellenberger. Ellenberger, ça fait un moment, je trouve que... Qui stagne. Entre guillemets, pas qu'il stagne, c'est juste l'ombre de lui-même. Il a eu la même défaite en août dernier, je crois, face à Thompson, qui est un peu dans le style de Safieddine. Très bon kickboxer. Là, pareil, il changeait sa garde, il revenait un coup droitier, un coup gaucher. Il gérait bien la distance. Ça me plaisait. Tu me diras sur les défaites qu'il a, tu étais en train de me le montrer là. Il vient de perdre contre Steven Thompson, Kelvin Gastelum, Robbie Lawler et Rory McDonald. Donc il n'a pas non plus perdu face à n'importe qui. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Il n'a pas perdu contre n'importe qui. Voilà, j'ai été juste très impressionné par la performance de Safieddine après sa blessure. Lui aussi, il rejoint définitivement a priori Tristar Jim. Il l'a annoncé après le combat. Donc c'était très, très agréable à regarder et très sympa à voir. Ouais, c'était un super combat, c'est un des combats qui m'a plu de la soirée. Safieddine, on le connaît, c'est un striker, un excellent striker, très fluide, très souple, très élégant. Il est beau à voir combattre. Je me demandais dans quel état on allait le revoir après sa blessure. C'était pas mal pour un combat de reprise. Sa capacité à changer de garde, voilà, c'est ce qui est le plus spectaculaire. KO au premier round par contre. Mais voilà, ça j'en parlerai après quand je parlerai d'Ellenberger. Mais ouais, sa capacité à changer de garde, c'était vraiment, vraiment impressionnant. C'était impressionnant. Et d'ailleurs, il a fait un parallèle, Joe Rogan, pendant le combat, il a parlé du Marvelous Marvin Hagler. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un boxeur des années 80. Allez voir les vidéos sur YouTube. Et c'était tout à fait ça, lui aussi. C'était quelqu'un qui était capable à tout moment de passer d'une fausse patte à une garde orthodoxe. Très fluide, pareil. Un peu plus puissant que Safieddine. Merci Wikipédia. C'est Wikipédia en encyclopédie vivante. C'est Joe Rogan, là, je cite les sources. C'est Joe Rogan qui en a parlé. Et donc, ouais, ça, c'était vraiment bien de son côté. Ellenberger, il y a un moment à la fin du premier, je crois que c'était à quel moment? À la fin du premier round où il le met un petit peu... Juste quasiment, ouais. Il est sauvé, au moment du gong, ouais, il est sauvé par le gong. Et on a vu que Ellenberger avait une puissance, un knockout power incroyable. Et il a pas du tout profité de ça. Il était rigide pendant le combat. Il était attentiste. Lui aussi, il était sous antibiotiques. Possible, il s'est jamais lâché. Après, c'est aussi dû à la performance de Safieddine. Il faut pas retirer de mérite. Mais c'est vraiment dommage quand on voit à la fin du premier round et à la toute fin du combat, les deux fois où il a touché à pleine puissance Safieddine, il l'a mis vraiment quasiment KO. Pourquoi il s'est réveillé si tard? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé de faire plus de choses, d'être plus entreprenant, d'être plus ambitieux dans son plan? C'est une déception. Ellenberger, c'était un peu un combat à la vie à la mort pour lui. Dans cette catégorie, elle est tellement dense, tellement riche. Là, les 170, il a quoi comme combat à l'avenir, Ellenberger? Il a perdu contre tout le monde. Qu'est-ce qui lui reste? Ils vont le mettre ils vont lui faire une Matt Brown il n'y a pas longtemps. Ils vont descendre sur une carte de prélim en tête d'affiche. Comme il était là d'ailleurs. Il était déjà en prélim, je sais pas. Moi, c'est comme ça, je pense. Parce que tu regardes encore un petit peu, mais bon, il est vieillissant aussi. Ouais, il est vieillissant. Mais pour autant, je sais pas. Moi, j'attendais plus de lui. Safieddine, très bien. Ellenberger, il a que 30 ans, il est pas non plus très vieux. Même pas 30 ans, si, il les a. Si, il les a. Et donc voilà, je sais pas, à voir à l'avenir, mais un petit peu sombre pour lui, c'est pas forcément très clair. Donc voilà, c'était les combats dont on voulait parler. Il y avait aussi quelques gens qu'on voulait mentionner. Toi, je sais que notamment. Moi, je vais juste mentionner un qui était vraiment agréable à voir comme combat, et regardez-le à l'avenir comme combattant, c'est Alex Caceres qui a affronté Fullen. Ouais. Donc ce combat, c'était le combat des sosies. T'as Alex Caceres, donc pour les plus jeunes, c'est le sosie de Valderrama. Même coupe de cheveux. Au niveau de la coupe, ouais. Pour les plus jeunes qui saisiront peut-être pas Valderrama, c'est David Luiz un petit peu plus lointain. Ouais. Mais surtout, ce qui était exceptionnel, c'était l'arbitre. On l'a revu d'ailleurs dans tout le combat, l'arbitre, on l'a revu après. C'est le sosie absolu de Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar en Playmobil, c'est-à-dire 1m20, pas de cou, aucune articulation, c'est juste les membres, le tronc. Super buff. Comment il s'appelait cet arbitre? Je sais plus le nom de l'arbitre, mais il a fait 2-3 combats dans la soirée, il a fait 2-3 combats. C'était exceptionnel, c'était vraiment un Playmobil, c'était la tête posée sur les épaules. Il a fait le Rotwell Barnett. Ouais, et ça c'est une saloperie quand même, je trouve, de le mettre au milieu de deux poids lourds. Il faisait 1m95 les deux. C'est pas lui rendre hommage, parce que déjà, c'était vraiment drôle à voir. Faut qu'on trouve son nom, on va trouver son nom, on va vous le dire avant la fin pour que vous alliez le voir sur génial sur Google. C'est vraiment Brock Lesnar. Ouais. C'est un mini Brock Lesnar. C'est comme mini moi dans Austin Powers. C'est le mini Brock Lesnar. Et juste pour terminer aussi, Randy Brown qui était en early prelims, qui a gagné. Bon, il a pas montré grand chose parce que c'était sa première contre Matt Dwyer.
mais il sort de l'émission Looking for a Fight. Là aujourd'hui il y a le nouvel épisode d'ailleurs qui est sorti. La saison 2, ouais. Épisode 2, saison 2. On a juste pu voir qu'en tout cas, techniquement, il a du potentiel. Il est facile, il y a une vraie aisance, il est très grand pour sa catégorie de poids. Je serais pas étonné de le revoir aller très très loin plus tard. C'est possible. Il est prometteur. Après, toi, je sais que ça t'a pas plus emballé que ça. Moi, il m'a pas impressionné plus que ça, mais il est prometteur. Non, je suis d'accord avec toi. Il est à l'aise en tout cas. Ouais, c'est un striker. Je sais pas du tout ce que vaut son jiu-jitsu. Il a pas été capable de terminer Dwyer au sol. Dwyer, c'est pas n'importe qui, c'est un beau combattant aussi, Dwyer. J'ai été quasiment plus impressionné par Dwyer que par Randy Brown, pour dire la vérité. On verra bien, ouais, c'est un combattant à suivre, il est très jeune. Hein. Il sort de l'émission, comme tu l'as dit, Looking for a Fight, donc on verra bien ce que ça vaut. Hein. Ça, c'est pas un problème. Donc voilà pour la carte de l'UFC on Fox 18, qui a eu lieu le week-end dernier. On va attaquer le deuxième sujet, pardon. C'est donc l'UFC 196 qui s'est transformé en UFC Fight Night 82 après la défection en premier lieu de Cain Velasquez, puis de Fabrice Verdum, et donc désormais la tête d'affiche, le combat principal, c'est Johnny Hendricks contre Steven Thompson. Donc je te laisse en dire un mot et expliquer peut-être un petit peu le contexte, et ensuite on va... Cain Velasquez, il s'est blessé au dos, il va avoir une chirurgie qui va l'éloigner. Ouais. Donc on apprend ça, je crois, le dimanche, la défection de Cain. On apprend le lendemain que Miocic va le remplacer pour affronter Verdum. Au début, il n'y a pas de souci, le combat est lancé. Et puis, je crois que 24 heures après, Verdum se retire, disant qu'il avait non seulement une blessure au pied, mais il avait aussi une blessure au dos qui l'a gêné. Et que dans ces conditions-là, il ne se sent pas prêt à combattre. Je peux comprendre parce qu'il ne s'était pas préparé pour Miocic, qui est totalement un autre combattant que Cain en termes de ce qu'il peut proposer. Suite à ça, Barnett et Rothwell se sont proposés pour affronter Miocic. John Jones s'est proposé pour affronter Miocic aussi. À mon avis, ça aurait été exceptionnel, mais l'UFC ne veut pas donner ce pouvoir-là. John Jones s'est proposé à une seule condition, pour la ceinture réelle, pas la ceinture intérimaire. Si la ceinture réelle des poids lourds est en jeu, je suis prêt à combattre en moins de 2 semaines contre Sachant que c'était juste impossible qu'il le lui donne, puisque l'UFC ne déteste pas du tout John Jones, loin de là, mais c'est juste qu'ils ne sont pas dans les meilleurs rapports suite à l'UFC 151 où John Jones avait justement refusé de combattre Chael Sonnen. Disons que c'était un retour en arrière, que c'était pas ce qui était prévu. Et puis qu'il n'avait pas prévu de combattre un lutteur. Il y a eu son problème de cocaïne l'année dernière, il y a eu ensuite l'accident de voiture, donc là il arrive en potentiel sauveur, ce qui aurait été exceptionnel. J'aurais adoré, à la limite, d'avoir la possibilité ensuite d'un combat où il est la ceinture des poids lourds et affronter DC pour reprendre les lourds légers avec une double ceinture. Ça n'a pas été fait. Et enfin, il y a Diaz qui s'est proposé bon, ça c'était plus à mon avis en l'air, mais en tout cas... Quelqu'un aussi qui n'a pas forcément les meilleurs rapports avec l'UFC. Ouais, non plus. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ils ont dégradé donc, la soirée qui était un UFC 196 à la base. Une soirée pay-per-view. C'était l'événement Conor McGregor contre Rafael Dos Anjos, qui était l'UFC 197, devient l'UFC 196. Ouais. Celui-là devient un programme gratuit sur la Fox. Fox Sports 1, ouais. Ce qui est bien, c'est que tout le monde aux États-Unis va pouvoir voir tous les combats. Par exemple, il y aura Artem Lobov, le sparring partner de Conor McGregor en prelims. Il y aura Mick Egal, le jeune de Looking for a Fight. Ça permet aux gens de découvrir les combattants gratuitement sans avoir à payer. Donc c'est pas mal peut-être pour leur donner envie Bien sûr, ouais. de s'inscrire après sur les Fight Pass. Ensuite, ce qui est bien, c'est que ça te permet de pas t'annuler de l'événement. Parce qu'ils auraient pu juste renoncer aussi à l'événement et dire on n'a plus notre tête d'affiche et l'événement fait pas assez rêver, donc on passe à autre chose. Et le dernier point positif, c'est que donc ils vont rajouter un UFC pour maintenir la date de l'UFC 200 à peu près au 9 juillet. Et donc a priori ils vont annoncer cette semaine la date du 198 ? Non, du 197 donc désormais. Du 197, ou je sais pas si c'est pas finalement les autres qui sont déjà maintenus, sont déjà décalés et ont été renommés, mais en tout cas ils vont annoncer le combat, la date d'ici contre Cormier. DC contre Cormier, ouais. Donc il fait un combat contre le même. DC contre Jones. Ouais. Et justement, ça pourrait être le nouvel UFC à numéro qui viendra combler le trou laissé par celui-là. Donc après sur les blessures, Cain Velasquez il joue de malchance.
C'est dommage. Personnellement, je trouve qu'il ne méritait pas de rematch face à Verdum. On en a déjà parlé, toi et moi, après son combat l'année dernière à Mexico. Je trouve que ne pas être venu se préparer en altitude quand tu es d'origine mexicaine et que tu sais que Mexico, tu vas avoir un problème d'endurance et de souffle. Exactement. T'es un athlète, tu le sais, les footballeurs ils le savent. L'équipe de France, chaque année avant une compétition, elle va à Tignes. Tu fais un stage d'oxygénation. Tu arrives un petit peu en avance. C'était une faute professionnelle. Verdum lui-même, qui n'est pas mexicain, est arrivé 5 semaines avant le combat. Voilà, qu'est-ce que ça te coûtait? Alors peut-être qu'il a eu, j'en sais rien, dans sa vie privée, des empêchements, je ne vais pas juger, mais en tout cas, le combat en lui-même qu'il nous a proposé, c'était pas ça n'amenait pas un rematch, selon moi. Et là, Verdum n'avait pas combattu quasiment depuis 1 an. Et je pense pas qu'on reverra à nouveau ce combat-là parce que ça va être dur de le reproposer aux gens. Déjà, va falloir encore attendre. Verdum, il sera prêt avant Cain Velasquez. Donc, à mon avis, on va avoir soit Miocic, soit Overeem, soit Rothwell. Et j'espère qu'on verra plutôt Cain Velasquez se reconstruire et revenir petit à petit. Ouais, bah, sur Cain lui-même. Bah, avant de revenir sur Cain, je vais revenir sur la chronologie des événements. Et la manière de gérer de l'UFC, je crois que tu as dit que c'était le lundi qu'il avait annoncé Miocic, si je dis pas de bêtises. Il l'a annoncé le dimanche pendant le match des Broncos contre les Patriots. Alors pour situer, c'est un match entre Peyton Manning et Tom Brady, donc c'était 50% littéralement 50% de part d'audience aux États-Unis. Et Dana White nous glisse un tweet comme si de rien n'était. Finalement, Cain va être remplacé par Miocic pour le combat pour la ceinture des poids lourds. Donc je sais pas s'il voulait que ça glisse sous le tapis, je sais pas quelle était son ambition. Les gens, je pense, auraient payé pour un pay-per-view, un UFC 196 entre Verdum et Miocic pour la ceinture. Miocic qui a une cote de popularité qui commence réellement à grimper aux États-Unis. Et puis c'est le combattant le plus méritant, c'est celui qui légitimement peut prétendre à être le challenger numéro 1. Quand Verdum a refusé, ça n'avait plus de sens ni pour Dana White ni pour personne de maintenir cet événement en tant que pay-per-view. Donc ils ont déclassé l'UFC 196 en UFC Fight Night 82. C'est légitime. Maintenant, ça pose vraiment une question sur la personnalité de Verdum. Moi, c'est plus ça qui m'interpelle. Après, je reviendrai sur ce que tu as dit sur Cain Velasquez. Pourquoi est-ce qu'il a refusé de combattre Miocic? Est-ce que réellement, quand on est champion, il y a 2 écoles. Il y a l'école qui dit quand tu es le champion, tu es censé pouvoir combattre n'importe lequel de tes adversaires et ne jamais refuser un combat, ou si tu es le champion, tu as ce droit justement de refuser, parce que tu es le champion, parce que tu as gagné ce droit, ce mérite, de refuser quelqu'un pour qui tu ne t'es pas préparé 2 semaines auparavant. Je trouve qu'on n'avait pas assez souligné le mérite de Conor McGregor d'avoir accepté, je sais c'est peut-être ce que tu voulais dire. J'ai été volé dans... Vas-y, dis-le. Non, c'est pas ça, c'est parce qu'on en parlait justement au moment des faits, c'est exactement ce que je t'ai dit. Ce qui m'énerve, c'est que... je vais pas protéger Conor McGregor, c'est pas mon intérêt, c'est pas mon frère, j'ai pas d'argent avec lui. Mais ce que je veux te dire, c'est que quand Verdum se retire, pour moi, il a tous les droits de se retirer. Il n'y a pas de souci. Par contre, quand José Aldo se blesse, bon, les gens réagissent plus ou moins à la blessure d'Aldo en disant est-ce que c'est et les enjeux financiers étaient quand même bien plus grands pour cette UFC 196. Mais déjà, les gens réagissent pas énormément à la défection d'Aldo. On t'annonce que Chad Mendes devient le remplaçant. Donc tout le monde te dit le pauvre Chad Mendes va avoir que 2 semaines de camp d'entraînement pour se préparer. On est d'accord. C'est vrai Chad qu'il a Mendes, que 2 semaines. Il accepte, il va être payé à la mesure de l'événement, $500 000 si je dis pas de bêtises, sans les bonus. Hein. Il a touché un demi-million de... Ouais, pour Chad Mendes, c'est de très loin la meilleure bourse de sa carrière. Voilà, mais surtout, ce qu'on a à la limite pas mis en avant à l'époque, parce que tout le monde disait la personne qu'on va opposer à Conor McGregor, on va l'exposer un peu comme Sage Northcutt, on va le montrer. On va le mettre face à un lutteur, ça va être son pire cauchemar, patati patata. Ouais. Tout le monde te dit dans les interviews que Conor a simplement répondu à Dana White, il a répondu en pleine nuit, il a dit ouais vas-y pas de soucis, je m'en fous, ramène-moi qui tu veux, de toute façon... Je vais aligner. T'as la version en fait de Conor qui se dit, lui dans sa tête, comme il est déjà champion, il est tellement sûr de ses capacités, de ses compétences et sur le fait qu'il va gagner n'importe quel combat, parce qu'il est plus fort mentalement, parce qu'il est mieux préparé, parce qu'il est mieux entraîné, parce que... Et si, pas grave, alignez-les-moi. Moi, je suis parti sur Aldo qui allait être plus a priori un combattant debout. Ouais. C'est pas grave, donnez-moi Chad Mendes et on ira faire du ground game et je vais vous montrer que moi, en ground game, il n'y a pas de souci, je suis là. Ouais. Et donc,
pourquoi ne pas faire pour une fois effectivement que du positif, se concentrer sur Connor et dire voilà, il a été classe, il a accepté, il a pris le risque, contrairement à Verdum, d'accepter un adversaire pour qui ne s'était absolument pas préparé. Le seul bémol, c'est qu'il y avait finalement une ceinture en jeu après la décision de Connor et de Chad d'accepter, mais Connor n'était pas champion. Il a accepté alors qu'il avait plus ou moins tout à gagner. Et tout à perdre aussi. S'il perdait ce combat, il perdait peut-être son title shot contre José Aldo. Mais s'il gagnait, on lui a dit, regarde, souvent... Le champion, c'était Aldo, donc c'était une ceinture intérimaire pour laquelle il combattait. Carlos Condit, ça leur en fout quand on dit à l'époque qu'il a été champion intérimaire. Les combattants détestent ce titre. Quand d'ailleurs Connor, il a fait une interview dans GQ Magazine, il dit à un des journalistes qui dit... vous étiez champion intérimaire juste avant le combat contre Aldo, il a dit attention, je vais te faire frotter ma ceinture d'intérimaire et ma ceinture de champion quand je l'aurais gagné la seconde. Les combattants supportent pas ce titre. Pour eux, même si le champion entre guillemets comme Dominic Cruz est sur le côté ou John Jones est sur le côté, d'ici pour moi après ce qu'il m'a montré, ce que j'allais dire, face à Gustafsson et face à Johnson, il est légitime. Effectivement, plane au-dessus de sa tête le fait qu'on a envie de le voir. Il est légitime, mais tant qu'il n'aura pas battu John Jones, pour moi, il ne le sera pas à 100%. Non, il est champion. Ce que je veux te dire, c'est part pas du principe pour moi qu'il n'est pas champion. Dis-toi, il a montré face à Gus et face à Johnson, il a été énorme. Dillashaw était énorme face à Barao. Non, je suis pas d'accord. Mais non, c'est pas ça. Tu te dis juste que il y a quelqu'un qui est sur le côté et quand il va revenir, il va falloir qu'il s'affronte. Pour moi, Connor était champion. Je disais juste, il va falloir qu'il affronte Aldo et qu'il légitime. Enfin, pas qu'il légitimise, mais juste qu'il valide. Si c'est un champion qui n'est pas légitime, c'est pas réellement le champion. Pour moi, tant que tu n'as pas battu le champion, tu n'es pas le champion. Mais je trouve ça dur par rapport aux prestations que sauf s'il prend sa retraite et que voilà, il laisse l'opportunité, comme GSP, il a laissé l'opportunité à personne de le battre, il s'est retiré sur une victoire. On peut pas dire là que Lawler, enfin tout le monde, c'est le serpent de mer. GSP, on en parle en permanence. Mais là, on peut pas dire que Lawler n'est pas champion, par exemple. Lawler, c'est pas de sa faute si GSP n'est plus sur le marché entre guillemets. Donc là, pour la légitimité du titre, je sais pas. Mais ouais, pour revenir à Verdum, il avait un seul truc à perdre que Connor n'avait pas, c'était la ceinture, le plus important. Donc on peut éventuellement comprendre qu'il refuse. J'ai tendance à penser que ça aurait vraiment été très très grand de sa part d'accepter et qu'il aurait gagné en popularité, il aurait gagné à tous les niveaux, il aurait élevé vraiment sa cote s'il avait accepté le combat de Miocic. Mais lui-même dit qu'il adore combattre, qu'il adore aller sur le ring. Mais il était un peu regardez comme je suis content, regardez comment à chaque fois je suis souriant dans chacun de mes combats, c'est ce que j'aime faire. Donc ne croyez pas que ça m'a fait plaisir, ne croyez pas que j'ai refusé Miocic par peur, ça se fera parce que de toute façon Cain Velasquez, il est absent pour un moment donné. Je pense pas qu'on va Enfin si on me propose Miocic, j'accepterai direct, mais laissez-moi le temps d'être physiquement en forme. Et de se préparer pour un combattant comme Miocic. Donc voilà. Et donc ouais, pour revenir à Cain, je suis très inquiet. C'est une nouvelle blessure, c'est quelqu'un... je le dis, hein, je te le dis comme... Non mais tu m'as dit, genre, je suis très inquiet. Je suis vraiment inquiet pour lui. C'est quelqu'un qui a été blessé aux 2 genoux, à 1 ou 2 épaules, je sais plus, donc des blessures fondamentales pour un combattant. Là, désormais, il est blessé au dos. C'est le problème de sa team avec Daniel Cormier, Luke Rockhold, où il s'envoie chaque jour, presque chaque semaine, contre les meilleurs du monde. Et c'est ce qu'on disait, est-ce que c'est bien d'arriver avec des combattants de cette qualité chaque jour à l'entraînement? Est-ce qu'il ne faut pas un peu diminuer les doses et se laisser des plages de récupération, se laisser le temps un petit peu de progresser aussi physiquement et pas toujours travailler contre les meilleurs? Parce que j'imagine que les rounds qui se font avec Cormier, ça doit être impressionnant. C'est super intéressant ce que tu dis. Et son corps ne supporte plus. Tyron Woodley, dans son podcast, disait justement qu'une fois, il avait été s'entraîner avec eux chez AKA. Et le truc qui lui l'a marqué, il a dit, quand tu vas là-bas, tu ne peux pas être débutant. Tu ne peux pas arriver à moitié physiquement, tu dois être déjà en forme, comme si tu allais avoir ton propre combat, parce que ce qui se mettent Luke Rockhold et les autres, c'est fou. Deuxièmement, tu sais qu'un combattant n'est jamais prêt, à 100% physiquement. Connor, il l'a dit par exemple face à Chad Mendes, il s'était tourné 80% de son ligament croisé pendant 15 jours, il n'arrivait pas à faire de sparring, il était juste sur le dos à l'entraînement. Donc quasiment aucun combattant n'est jamais en position... personne n'arrive à 100%, on est d'accord. Par contre, ils ont une spécificité chez AKA, c'est qu'ils se mettent tellement dans la tête que visiblement ils se démolissent énormément. Tu vois, mais l'avantage de ça, et le soulignait Tyron, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, c'est qu'il disait justement, tu prends l'exemple de Rockhold dans son combat face à Weidman, à la différence de Sage Northcutt, effectivement lui il est sous antibiotiques, il va se blesser le pied, mais il est tellement habitué à se pousser, il est tellement habitué justement tout le temps à rentrer dans des guerres, à avoir mal, que finalement ils ont une confiance en eux et ils ont un mental en eux que pour eux c'est presque le quotidien. Alors que quand t'es un combattant qui rentre pas
T'as deux méthodes. Tu fais celle de Conor McGregor où tu fais du mouvement pendant 2 semaines avant le combat et tu te rafraîchis psychologiquement Et physiquement. et physiquement pour te dire voilà, je vais préserver le plus possible mon corps avant le combat. Ça sert à rien de faire trop de sparring et trop de l'abîmer. Et c'est comme si on avait un capital vie, je vais pas l'épuiser, je préfère le garder pour une fois que je suis dans l'octogone. Ouais, le jour du combat. Et t'as la version AKA qui est en gros la version des 300 Spartiates. Tu prends l'enfant. Tu le jettes au loup quand il est mineur. S'il revient vivant, il survient. S'il revient, pardon, ce sera un champion comme Cormier, comme l'a été Cain Velasquez, comme l'est Luke Rockhold. Ouais. Et comme ils ont aussi Khabib qui est super bon dans leur team. Ouais. C'est des guerriers. Mais ils ont, encore une fois, c'est comme Sage Cut. Ils ont les défauts de leur qualité en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ben, c'est pour ça que je me pose la question pour Kane, avec son âge, avec le nombre de blessures qu'il a connues. Est-ce que c'est réellement ce dont il a besoin ? Là, revenir d'une blessure pareille au dos, je sais pas combien de mois ça va lui prendre. C'est difficile. Il aura sans doute pas de title shot immédiat. Son seul avantage, entre guillemets, c'est que la catégorie est très faible. Faible relativement parlant, mais il n'y a personne qui se détache vraiment. Il y a Verdum qui est champion. Il y a Rothwell qui est sur une belle série de victoires. Il y a Miocic qui sera en numéro 3. Miocic et qui après, est je mets à égalité, moi, Rothwell et Overeem. Overeem qui, là, il a même pas encore re-signé. N'oublions pas qu'Overeem, c'est un free agent. Il n'a pas encore re-signé avec l'UFC. Il y a le Bellator qui lui fait les yeux doux. Ils veulent absolument le signer. Il y a Mitrione aussi qui est en poids lourd, qui est en free agent aussi. Ah bah voilà, un de plus. Il n'y a pas grand monde non plus dans cette catégorie. Ouais, elle est un peu faible. Hein. C'est la catégorie la plus faible selon moi de l'UFC. Ouais. Donc on verra bien ce que ça réserve à Kane. Mais pour moi, c'est pas très rassurant. Donc voilà, c'est ce qu'on voulait dire. Tu veux peut-être dire encore un mot sur l'UFC Fight Night 82, précisément le combat de Hendricks peut-être, ou les combats qui arrivent dans cette carte. Ça de toute façon on en parlera au moment de nos pronos. Ok, c'est mieux de les laisser pour, à ce moment-là on laisse tout ça. On va enchaîner d'abord avec Ronda. La troisième partie, Ronda Rousey. C'est la troisième partie. Alors Ronda Rousey, elle est dans un moment, pour faire une sorte d'introduction, clé de sa carrière. Ouais. Elle vient de perdre face à Holm. Elle est plus sur le piédestal sur lequel elle était. Et ça coïncide, parce qu'à l'époque, elle s'imaginait victorieuse, avec le moment où elle s'était mis plein d'engagement, c'est-à-dire Saturday Night Live, où elle a fait l'émission il y a 2 semaines maintenant, samedi, pas ce samedi-là, mais le samedi d'avant. Et elle a 3 tournages de films qui arrivent. Elle s'est retirée de l'UFC 200. La guerre continue entre sa mère et son coach, on en reviendra en détail tout à l'heure sur les ondes radio. Son coach, alors je sais pas si c'est son vrai compte Twitter, mais il faudrait le vérifier, a aussi incendié sa mère si jamais c'est vraiment Tarvédian du clan des Targaryen. Et en plus, sa sanction a été confirmée, il est suspendu pour 3 mois comme ils appellent ça, de corner. Donc il peut plus aller pour accompagner les combattants pendant 3 mois. Falsification d'identité, je vais vous dire exactement, le suspendu par 3 mois par la commission athlétique je sais plus du Nevada, non ? Du Nevada, je crois. Il est condamné à $5,000 d'amende. C'était pour une arrestation passée. Il a une probation de 3 ans. Il avait été arrêté en 2010 pour vol d'identité et résistance à arrestation. Donc avec 2 chefs d'inculpation. Donc ouais, ouais. C'est un peu la tourmente autour d'elle. Donc je te laisse attaquer pour le débat et après moi je rebondirai. C'est peut-être le début de la fin là. Je suis en mode, je suis Nostradamus là. Je suis pessimiste avec tout le monde. Kane, Ellenberger. Là je crois que Ronda aussi c'est le début de la fin. Non, faut que t'arrêtes là. C'est pas le moment. Là c'est vraiment pas le moment. Non, stop. Non, Zidane, pas comme ça. Non, Zizou. Non. Pas toi Zizou. Non, pas maintenant. Pas toi Zinedine. Pas comme ça. Je la vois pas revenir de là où elle est actuellement. Elle est dans une phase de sa vie, au-delà même de sa carrière, de sa vie, où elle s'est habituée à un luxe, à un train-train, à un confort. Je sais pas, je la vois pas, moi, se faire mal comme elle se faisait mal, surtout quand on voit le niveau, j'allais dire de la concurrence, non, mais le niveau de la championne actuelle, la dernière combattante qu'elle a affrontée, je vois rien qui peut me permettre de dire Ronda a une chance de revenir et de récupérer sa ceinture. Rien, absolument rien. Moi, il y a une chose. Et pourtant, tu le sais très bien. Regarde Ronda Rousey dans l'émission Tough, The Ultimate Fighter, quand elle affronte Misha Tate sur le défi des coachs et qu'elle va grimper son esprit de compétition. Elle a une telle haine de la défaite, mais comme une petite fille qui a juste envie de pleurer, de s'énerver. Mais toi et moi aussi, on a la haine de la défaite quand on joue à FIFA. Mais moi, j'ai la haine de la défaite à tous les niveaux. Hein. Non, t'as pas la haine de la défaite quand même, parce que toi, t'acceptes que par exemple, j'éteigne la télé et pour pas te rallumer, pour pas te lever de ta chaise, tu laisseras la télé allumer l'éteindre. Donc c'est ça qui fait la différence entre toi et elle, c'est qu'elle est championne. Quelques ceintures. Malheureusement, nous, on n'est pas champion, tu vois. Non, ce que je veux te dire, c'est que quand t'écoutes sa mère parler, elle a dit clairement, je savais que ma fille elle allait perdre contre Holm parce qu'elle appelle son entraîneur l'idiot. C'est son surnom. Okay. Elle ne le nomme pas en fait. Elle dit pas Edmond, elle dit the idiot, the fraud.
Et elle ne parle jamais comme ça. Et enfin, ils sont dans une. Imagine que la mère de Ronda Rousey, donc qui a été son entraîneur quasiment la majorité de sa vie, jusqu'à ce qu'elle rentre à la Glendale Fighting Club, qui est la salle de Edmond. C'est simple. Elle l'a toujours coaché et elle l'encourageait à aller dans différents pays, dans différents coins pour dire voilà, il faut que tu vois différentes manières de t'entraîner, pour te façonner, pour te faire découvrir. Donc, sa mère, elle a un caractère un peu spécial. Elle a un caractère un peu spécial dans la haine de la défaite. Effectivement, si aujourd'hui, son emploi du temps, ça reste Saturday Night Live, 3 films, c'est absolument pas comme ça. On est d'accord que tu reviendras et que tu pourras battre Holly Holm. Mais si tu te sers de ce que tu sais faire, ta base de judo, toutes tes victoires que tu as eues au passé, donc, tes forces qui sont sur le ground game, et qu'il faut absolument que tu améliores ton jeu de pied, de striking, de striking pied et poing. Si elle prend 6 mois à partir d'août, une fois qu'elle est libre, pour bosser comme John Jones, là il est en train de se préparer depuis 6 mois comme un mort de faim. Ils sont incomparables pour moi au niveau de la qualité pure de non, on est d'accord, il a beaucoup plus de talent, il a beaucoup plus de génie, mais ce que je veux te dire, c'est que depuis que lui il est suspendu, tu le vois tous les jours à la gym, poster des photos sur Instagram de de la fonte, de sparring, de ceci, de cela, tu sens qu'il a faim, qu'il s'entraîne. Faut qu'elle retrouve ça, moi, c'est l'œil du tigre qu'elle a perdu. On est d'accord. Bah c'est pas grave, elle va faire un Rocky 3. Il faudrait qu'elle revienne, Elle s'est habituée au drap en soie, elle s'est habituée au luxe, à Hollywood. Je sais pas, je la vois pas se faire mal, se faire violence. Et je vois l'écart même se creuser avec Holly Holm. Le problème, c'est que Ronda avait un déficit technique qui était masqué par la faiblesse de ses rivales. On en parlait déjà la dernière fois. La catégorie c'est des bantamweight féminins est très faible. Il y avait Ronda et le reste du monde. Il y avait Miesha Tate qui était un petit peu comme une dauphine reconnue, vraiment installée. Mais Holly Holm est pas sereine. Face à, il y a un vrai respect mutuel entre Miesha Tate et Holly Holm parce que les deux sont pas sereines à l'idée de s'affronter parce qu'elle sait que Miesha Tate a des qualités qui peuvent gêner Holly Holm. Que Ronda n'avait pas en fait. Que Ronda n'avait pas du tout, exactement. Donc elle avait des déficits techniques, mais qui étaient absolument invisibles parce qu'elle affrontait quasiment des amatrices, j'allais dire, mais elle affrontait des gens qui n'avaient pas son niveau, absolument pas son niveau, certainement pas au sol. Et elle a été exposée comme rarement dans le combat contre Holly Holm. On a vu toutes ses défaillances, c'était criant, non seulement le plan de jeu était mauvais. Le game plan qu'elle a concocté avec son coach, il était très très mauvais. Mais en plus, techniquement, elle n'avait pas le bagage pour répondre à un plan de jeu déficient. Donc, pour moi, c'est simple en fait. Si on veut se dire à quelles conditions Ronda peut revenir championne, c'est simple. Soit elle a 34 ans, je crois, Holly Holm. Donc elle attend que Holly Holm fasse jusqu'à ses 36 ans, elle reste sur le côté et elle revient après. Et effectivement, elle pliera à nouveau tout le monde parce que c'est Ronda et que le reste est bien en dessous. Ou alors, soit elle change d'entraîneur. Se réinvente, Elle change d'entraîneur, elle écoute sa mère. Elle prend je sais pas, elle va chez Tristar, elle va chez AKA, elle va à Jackson, Wink. Non, elle peut pas parce qu'il y a elle aime beaucoup les frères Diaz, elle a une bonne relation avec les frères Diaz. Voilà, mais elle change de salle, elle s'adapte avec quelqu'un qui va vraiment la faire progresser et qui visiblement sait bonifier ses combattants. Peut-être que effectivement la mère de Ronda, outre leur haine intrinsèque entre deux relationnels, parce que ça passe pas du tout entre les deux, mais qui serait capable de lui apporter un vrai plus. Est-ce qu'effectivement, elle n'a pas appris tout ce qu'elle avait à apprendre d'Edmond, de Eugène. Et donc voilà, il faut qu'elle mette en tout cas un terme, c'est sûr, il faut qu'elle mette un terme aux crises entre sa mère et son entraîneur parce que tu peux pas possible quand tu fais un travail dans un environnement comme ça, c'est impossible. Ensuite, il faut qu'elle se dédie à 100% si elle fait le choix de revenir dans l'UFC ou alors voilà, sinon elle fait le choix de se dire un choix moi en dilettante et je continue à prendre une raclée quand je viens contre Holly Holm mais je bats le reste, ou alors elle se dit je reste totalement dans le cinéma. Et encore franchement on a vu dans le Saturday Night Live que niveau acting c'est light quoi. C'est pas que j'aime pas, c'était pas un épisode très bien écrit pour le coup. Voilà, tout le monde le dit, la première des conditions pour réussir à Saturday Night Live, c'est que ce soit bien écrit. Les auteurs tu dépends des auteurs. Soient à la hauteur. Mais si ce soir-là, les sketchs ne sont pas très bons, parce que tout le monde disait ce qui a manqué, finalement, moi j'ai vu que quelques extraits, et genre, bon, ça m'a même pas en fait donné envie de regarder, parce que je voyais son acting, et ça me saoulait déjà, c'est qu'elle ne jouait que la brute, et la fille ultra dominatrice, en fait. Et tout le monde est habitué à la voir comme ça. C'est déjà son rôle, vu qu'elle a entourage dans tous les films. Voilà, vu qu'elle a combattu, au lieu de la faire un peu en espèce de bully qui vient dans un bar, qui pousse tout le monde et tout,
bah, ils auraient pu jouer sur l'inverse, puisqu'elle avait perdu la carte homme, la mettre un peu plus fragile. La vulnérabilité, la fragilité, exactement, bien sûr. un peu plus femme et tout. Alors que là, justement, elle arrive, elle veut jouer gros bonhomme avec surtout des sabots. Après la dernière performance dans laquelle on l'a vu, où elle a terminé le nez c'est même pas ça, c'est que juste son regard, enfin son jeu, c'est comme quand tu regardes les séries françaises en fait. C'est plus belle la vie. C'est même pas plus belle la vie, je t'en citerai 50 autres. Souviens-toi le film avec au théâtre. Truand, Brigand. Brigand, quand tu dis le mec a voulu faire Cobert, du De Niro c'est ça. Il a voulu faire du De Niro à la française. Ah non, ça passe pas en fait. Là, elle a voulu faire de l'acting à la Hollywood et malheureusement, c'est pas son métier quoi. C'est une combattante, revient combattre. Mais pour autant, si on parle de souhait, moi c'est l'un des souhaits que j'ai le. Et si on parle de souhait c'est l'un des souhaits que j'ai envie de réaliser, j'allais dire. Non. Bref, c'est quelque chose que j'ai envie de voir se produire, c'est le retour de Ronda. Moi, c'est quelqu'un que j'aime bien, j'aime sa personnalité, j'aime ce qu'elle dégage, c'est quelqu'un qui est important. Pas, on peut le dire. Ouais, on terrasse aussi. Et j'aimerais bien la voir revenir, même pour la catégorie aussi, parce que si là, Holly bat Miesha Tate, c'est de nouveau une catégorie qui périclite. Donc j'espère qu'elle va réussir à se réinventer comme tu l'as proposé. En fait, il faut vraiment la phase, tu sais, que tu vois dans les films justement à la Rocky ou quand tu vois dans les films Warrior ou The Fighter, c'est la phase de reconstruction. De rédemption, de reconstruction. Il lui faut vraiment la phase, elle, hors caméra en fait, où nous, on ne doit pas la voir, personne ne doit entendre parler d'elle pendant je ne sais pas combien de temps. Et justement, te dire qu'elle va travailler, suer et presque saigner à la. Bien sûr. Qu'elle aille chez Kaya en fait. Elle ne peut passer que par là, elle pour le coup, elle ne peut passer que par là. Et en encore, plus, elle a un tel mental que. Holly continue de progresser, c'est aussi ça le problème, c'est que la concurrence continue de progresser. Elle a beau, Holly, elle est pas indéfinie malheureusement par rapport à son âge. Déjà, elle est pas exactement, et puis elle est pas invincible, personne n'est invincible. Mais les carences techniques et l'écart technique entre les deux est tel que j'ai du mal à voir Ronda rattraper le truc. Après, je peux me tromper, j'espère me tromper pour qu'il y ait un peu de suspense, un peu de truc. En fait, c'est simple, on a les réponses sur la manière d'y arriver, mais on n'aura jamais les réponses sur est-ce que ça va se réaliser ou pas, parce qu'il y a quelqu'un qui en a la clé, c'est elle qui va décider. Déjà, je trouve que c'était une très bonne décision, au moins. De pas faire l'UFC 200, c'était ridicule, ça avait pas de sens de le faire. Oui, mais moi je pensais. On le souhaitait parce qu'on avait envie de voir ça à l'UFC 200, on voulait une carte incroyable. D'accord, mais tu peux avoir une carte incroyable de toute façon sans elle. Maintenant, je veux dire, après ce que Holly Holm a fait à Ronda, je suis tout autant curieux de voir maintenant Holly dans les combats que j'étais curieux de voir Ronda. J'ai la même curiosité. Elle a réussi, c'est fou. Enfin, il te disait d'ailleurs. Elle a gagné une fanbase. La fanbase, elle était, je crois, à 10 000 au début avant le combat. Maintenant, elle a 1 500 000. Elle est célébrée, elle a eu des parades dans sa vie. Enfin, elle a créé un vrai mouvement autour d'elle. C'est pas genre juste une victoire et je mets Ronda de côté. Elle a détruit Ronda. Elle est aimée de tout le monde. C'était sympa parce que quand elles se sont parlé avec Miesha Tate, l'ambiance en conférence de presse, elle était agréable. C'était pas hostile. Elle apporte quelque chose que Ronda avait pas et qui était différent, et c'est ni plus ni moins, mais voilà, laissons le temps à Ronda de revenir tranquillement, qu'elle arrête de booker des films. Et sauf si c'est ce qu'elle veut faire de sa vie. Si c'est pour faire des Fast and Furious numéro 18, faire Mission Impossible 48 et ça va, elle fait juste des apparitions. Elle va faire sinon une carrière comment elle s'appelle, Gina Carano, non Gina Carano, exactement. Qui elle aussi est de la salle de Jackson. Ouais, mais c'est pas non plus une carrière flamboyante. Non, c'est des carrières à la Je parle carrière de ciné, je parle pas de carrière de... Mais le problème, c'est que les anciens combattants, c'est vachement dur pour eux de se réinventer. C'est de se réinventer, de sortir de l'image du combattant. Regarde Randy Couture, dans quel rôle il est employé aujourd'hui. Si Chuck Liddell, il apparaît au cinéma, c'est pour jouer Chuck Liddell dans Entourage. Ouais, c'est ça. C'est pas pour jouer... c'est dur. Avec la crête et le tatouage qu'il a, tu vas pas lui vendre un intellectuel des années 40 avec des lunettes, genre psychanalyste à la Woody Allen sur son transat. Non, ça va pas le faire. C'est compliqué. Je suis entièrement d'accord. Bon, je crois qu'on a à peu près tout dit sur le thème Ronda, sur la partie 3. On peut attaquer la partie 4, qui est la partie news. Et on terminera par les pronostics sur l'UFC Fight Night 82. On y reviendra tout à l'heure. Donc vas-y, je te laisse. Au niveau des news, donc, comme on disait tout à l'heure, ça a été officiel de la part de Sage Northcutt et Tariq Safieddine, et rejoignent à plein temps Tristar Gym. Donc maintenant, ils ont une grosse équipe parce qu'il y a Aubin Mercier. La salle qui se trouve à Montréal, la salle de Faraz Zahabi, on l'a déjà dit tout à l'heure. Exactement. Grosse salle. Enfin, maintenant j'ai l'impression que tu es en train d'arriver, tu sais, dans un temps où tu as le côté Dwayne Ludwig, Muscle Farm, Alpha Male, Alpha Male avec Urijah Faber, AKA avec Cormier, Kira et tout. T'as une super ligue. Partout où tu vas, en fait, t'as que des gros. C'est quasiment un championnat, c'est génial. Ouais, c'est ça. T'as plus maintenant de. T'as des clubs, les salles, ce sont des clubs qui s'entraînent quasiment seul. Il va faire sa salle bientôt aussi. Il l'a annoncé. C'est Tony Ferguson, qui est un bon combattant, et lui n'a pas de coach. C'est connu depuis des années, il le fait tout seul.
Mais il va picorer à droite à gauche les trucs qui l'intéressent. Ouais, je crois même qu'il se fait lui-même son vrai camp d'entraînement. Il se le prépare comme si c'était lui-même son head coach. Mais c'est vachement intéressant, je trouve, le dessin qui est en train de prendre la carte des États-Unis. En fait, quand tu vois tous les camps qui sont disposés et tous les combattants où ils sont disséminés, en fait. Ouais. Ils commencent vraiment à être regroupés entre eux. De temps en temps, ils vont faire des tours un petit peu dans d'autres camps pour voir ce qui se passe et leur manière d'apprendre, comme Benavidez qui a été à Jackson alors qu'il a fait un mail, et puis il est allé voir aussi un peu chez Dwayne Ludwig, l'entraîneur de TJ Dillashaw. Ouais. Mais bon, voilà en tout cas pour les nouvelles sur les entre guillemets transferts de salles, même si c'est pas des transferts. Hein. Ouais. Comme on l'a dit aussi tout à l'heure, John Jones annonce en light heavyweight qu'il lui reste 3 combats. A priori, après voilà, l'avenir peut changer. Mais ce serait donc quoi, plus tard monter en poids lourd, ça serait ça? Lui, en tout cas, sauf si l'UFC ne veut pas, mais idéalement, il veut faire Cormier, Johnson et terminer sur Gustafsson. Après, peut-être qu'il y aura des rematchs ou qu'il perd un titre et qu'il est obligé de recombattre pour le reprendre. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Mais lui, idéalement, dans sa tête, c'est 3 victoires et merci, au revoir à la catégorie. Et alors là, et toi et moi, on va en revenir un petit peu parce qu'on en parlait tout à l'heure, la grosse actualité, c'est le Bellator. Parce qu'on est dans une période à l'UFC où il y a beaucoup de free agents, donc les combattants arrivent au terme de leur contrat. Et donc sont dans le cas Matt Mitrione, Overeem pour les poids lourds, Benson Anderson qui vient de signer lui officiellement pour le Bellator. Ouais. On a même une date pour son premier combat qui va être directement pour le titre des welterweight face à Koreshkov. Excusez-moi si j'ai un peu massacré le nom. Ouais. Ce sera le 22 avril. Donc premier combat directement pour le titre. Derrière, il y a Sterling. Sa question, elle est pas réglée. Il est toujours sans contrat. Attention, Bellator, ils en font beaucoup. Ils peuvent avoir d'autres combattants qui viennent voir un peu le marché. Quoi. C'est impératif pour eux de signer Overeem. Selon moi, c'est vraiment le free agent qu'ils doivent signer. Ils ont dit, enfin le président en tout cas a dit que s'ils veulent survivre. Priorité absolue, c'était Benson Anderson. Et il l'a eu. Il le voulait absolument. Ils ont dit que par Chris Leben, a priori, il ne serait pas intéressé. Parce que Chris Leben sort de prison. Ouais, il n'est pas encore a priori, on ne sait pas s'il est de retour ou pas de retour. Ouais. Donc je sais pas toi comment tu commences à voir le Bellator, mais moi j'avoue que là mon regard il est en train de changer. Bah ils ont quelques combattants intéressants, ça reste la division 2 hein. Si tu compares ça à l'UFC, ça reste moins intéressant, non, clairement. D'un niveau moins élevé. Mais pour la première fois tu te dis tiens je vais aller voir Benson Anderson. Voilà, il y a des combattants. Avril, je sais ce que je fais quoi. Il y a des combattants qui commencent à arriver. Faut suivre, je suis d'accord, faut suivre. Et puis ils ont 2-3 combattants qui méritent largement leur place à l'UFC, mais qui pour des raisons X ou Y n'y sont pas. Et l'exemple le plus frappant, c'est Rousimar Palhares en middleweight, qui est l'un des meilleurs du monde. Hein. Il faut pas se le cacher. Tu penses qu'il serait champion ou pas s'il était resté à l'UFC ? Je pense pas. Mais il serait dans un top 5, top 10. Minimum top 10, maximum top 5. Rousimar Palhares, c'est le combattant qui pousse un peu trop loin ses soumissions. Là. Vous irez voir aussi sur... Bah en fait, il casse les articulations. Voilà, il poke beaucoup les yeux. Et puis il va continuer les 2-3 secondes, et à ce niveau-là de pression et ce niveau-là de risque pour les articulations. Il poke énormément, il a été sanctionné pour le dernier combat qu'il a fait, pour lequel il a été suspendu au Bellator après avoir été exclu de l'UFC. Ouais, il avait mis je ne sais combien de doigts dans les yeux de son adversaire. Donc c'est un combattant un petit peu malsain, mais c'est un excellent combattant. C'est pas pour autant que c'est un mauvais combattant, c'est une mauvaise personne, mais c'est pas un mauvais combattant, et, loin de là. Donc il y a des gens on l'avait vu dans Frères de Sport avec Lizarazu quand il avait été au Brésil, il rendait visite justement parce qu'il s'entraîne dans la salle de José Aldo de Nogueira, ouais. Nogueira, et justement José Aldo je crois, José Aldo s'entraîne ailleurs je crois, mais en tout cas Rousimar Palhares s'entraîne dans la salle des frères Nogueira. Tu le voyais, c'est un mec plutôt cool à la base. Après, quand j'ai dit mauvaise personne, ouais, je me. Non, c'est à l'intérieur. Non, mais je suis d'accord avec toi. À l'intérieur du ring, c'est un malade. Mais de toute façon, tu vois sa tête, tu t'attends à un repris de justice, tu t'attends pas à autre chose. Quoi. C'est clair. Et donc, ils ont des combattants performants au Bellator. Ils en ont quelques-uns. Mais c'est à suivre. Ouais. L'affaire de tous les free agents, là, les agents libres, on va voir ce que ça donne. On est encore loin de voir une ligue qui va concurrencer l'UFC. Mais c'est à suivre. Non, mais ils picorent, quoi. Voilà, à droite à gauche, ils prennent. Ils prennent 2-3 gars. L'avant-dernière news, c'est Conor McGregor qui s'est déclaré être bientôt au Hall of Fame de l'UFC. Voilà, ça c'est juste pour le plaisir. Ça fait toujours du bien. Il a quoi, 5-6 combats à l'UFC ? Même pas, non, si, peut-être 6. Ouais, pas loin. Ça, mais 6, 7, je ne sais plus. Ouais. Franchement, je suis d'accord, moi je lui donne tout de suite, y a pas de souci. Il y sera peut-être. Non, mais. Sûrement, c'est sûr, quasiment, mais pas maintenant. Mais bon, je suis pour. Tu voulais pas dire un mot aussi sur BJ Penn ?
BJ Penn qui a officialisé son retour, merci de m'y faire penser, qui rejoint la salle de Jackson Wink avec donc, Carlos Condit, John Jones, Daniel Cerrone, Holly Holm. Il se prépare, normalement il est dit qu'il va affronter, alors on ne sait pas encore qui, lui il avait chauffé un combattant, je suis désolé, là le nom m'échappe, ça m'en reviendra plus tard, mais il a call out un combattant, Nicky Lenz. Lenz, exactement, ouais. Bien vu. Nick Lenz, visiblement, n'a pas accepté. Ils n'ont pas encore annoncé l'UFC le combattant qu'il allait avoir. J'ai envie de le voir contre un combattant assez moyen pour un peu essayer de voir à quel niveau est BJ Penn quand il revient. Là, il est revenu pour 2 mois, visiblement. Il est là pour au moins un an. Mais justement, qu'il se grille pas parce que ça fait assez longtemps qu'il n'a pas combattu. Qu'il ne revienne pas tout de suite contre un top combattant, c'est vraiment trop risqué. Surtout que son dernier combat, on a vu dans quel état il était, c'était pas. Ouais, mais surtout qu'en plus, là, il va normalement être sur la carte de Conor McGregor le 5 mars. Ah ouais ? Il lui demande à combattre pour le 5 mars. Il dit qu'il s'entraîne depuis un moment. Donc voilà, non seulement il va pas falloir qu'il brûle les étapes en termes d'adversaire, mais dans son planning de retour, lui dit qu'il s'entraîne depuis un moment. Donc peut-être qu'il est en forme. Ouais. Mais voilà, faut peut-être se préserver. Ok, donc il y avait un dernier truc dont tu voulais parler avant les pronostics. L'UFC 2, le jeu qui va sortir le 17 mars, je crois, en France, et c'est le 15 mars aux États-Unis. Là, il y a la version bêta qui est sortie cette semaine. Et en fait, je conseille à tout le monde d'aller regarder les vidéos de Rampage Jackson et de Mickey Mouse, Demetrius Johnson qui joue. Mickey Mouse, ouais. On les voit jouer. J'ai dit quoi, Mickey Mouse? Mickey Mouse. On les voit jouer, c'est très marrant, ils se filment sur YouTube. Vous voyez tous les welterweight qui sont faits. Rory McDonald, il a un rendu mais quasi parfait. Il y a Lawler, il y a Condit. Les autres combattants, le roster est plus gros que dans le UFC 1. Il y a 200 à 250 combattants, voire un tout petit peu plus, je crois. Donc c'est énorme. Mais là, ils ont juste mis en disponible les welterweight. Ce qui est très intéressant en fait, c'est que moi qui avais l'ancienne version, le jeu est quasiment pas sorti depuis 2 ans en fait. On était en attente depuis 2 ans, 1 an et demi d'un jeu. Et ce qui est génial en fait, là c'est que EA l'a fait rentrer véritablement, d'après ce que j'ai vu, dans la catégorie des jeux EA, c'est-à-dire qu'en FIFA aujourd'hui tu as Ultimate Team. Comme ouais. Là ils ont, alors je sais pas s'ils l'ont appelé Ultimate Fighter, je veux pas dire de bêtises, mais je sais que tu as le concept en tout cas de l'Ultimate Team qui est applicable à l'Ultimate Fighter entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des cartes où tu achètes des contrats pour ton joueur, tu achètes des capacités en soumission, en striking, en ceci, en cela, en clé. Et puis tu crées ensuite ta team, on parlait de salle tout à l'heure, tu crées ta salle en fait en quelque sorte, c'est ça? Alors je sais pas pour la salle, mais en tout cas pour le combattant, ça c'est sûr. J'ai vu, j'ai pas eu la patience de regarder toute la vidéo qui durait 20 minutes sur comment créer ton combattant parce que j'ai plus 14 ans, mais... ils ont pris le temps déjà d'agrandir, comme tu as dit, le roster. Il est à 250, donc il y a un vrai fond. Moi j'étais frustré par exemple, j'adorais Uriah Hall et Kelvin Gastelum de The Ultimate Fighter, ils y étaient pas. Le jeu était super bien, mais il y avait un petit manque. Il y avait un manque de fond, de ressources, il n'y avait pas assez de combattants. Ouais. Donc là, ce qui est génial, c'est que je pense qu'on va y jouer pendant des heures. C'est on va geeker pour notre vie, mais on va être. Oui, vraiment, il y a une refonte en plus du système au sol, un peu de tout ce qui est. Ouais, parce que c'était très dur de. Tout ce qui est. Réussir à mettre une soumission, en tout cas, si tu passais pas des heures dans le jeu et tout, et que t'étais pas déjà très bon techniquement au jeu lui-même, tu mettais pas de soumission en général. Ouais. Tu terminais toujours ton combat en KO ou à la décision, mais t'allais pas à la soumission. Donc là, c'est intéressant, ils ont offert cette possibilité. Ah bah c'est cool. Donc voilà pour l'UFC, soyez patients, ça va arriver bientôt. Et là, moi j'ai les combats, je vais les faire de moment, on va faire les pronos et je vais les noter, comme ça au moins on va savoir qui a vrai, qui a faux la semaine prochaine. Alors Artem Lobov contre Alex White, juste pour le placer rapidement, Artem Lobov c'est le sparring partner de Conor McGregor, il a terminé finaliste du dernier Ultimate Fighter coaché par Conor McGregor. Il est tombé face à Ryan Hall qui est un spécialiste de Jiu-Jitsu, notamment avec une prise, il se jette dans les pieds, il fait une espèce de prise de serpent où il retourne la jambe et l'articulation. Donc Artem Lobov qui est un pur striker qui baisse, enfin qui n'a pas de garde, il est les bras ballants et il va juste mettre d'énormes coups de poing et il met KO les adversaires. C'était frustrant de le voir en finale parce qu'il n'a pas pu du tout proposer son registre à lui. Il est tombé sur quelqu'un qui est habitué au grand game. Donc là, il va affronter Alex White. Donc moi, je me prononce en premier. Vas-y, on va faire un coup chacun. Moi, j'ai Artem Lobov. Ouais, moi aussi. Ouais. Russian Hammer, c'est un surnom pareil. Moi, je suis avec lui. Quelqu'un que t'aimes beaucoup, McPile contre Sean Spencer. McPile. Ouais, je te suis. Là, c'est pas marrant si on est d'accord tout le temps. Ouais. Joseph Benavidez on aurait dû les écrire, contre en fait. Zach Makowski. Ah, Benavidez. Bah ouais, mais bon là malheureusement, ok, on est encore d'accord. Ovin Saint-Preux contre Rafael Cavalan Ponte.
OSP, là, ces derniers temps, je sais pas, je le sens pas trop, mais il est un peu déçu sur ces 2-3 derniers combats. Je reste quand même, ouais, allez, team Haïti. Okay. Je suis avec OSP, ouais. Moi, je suis sur Cavalcante. Roy Nelson contre Jared Rosholt. Roy Nelson, il faut aussi qu'il arrête. C'est comme. Je peux plus soutenir Roy Nelson, il est trop loin dans son délire. Il est enceinte. Il est trop loin dans le délire. Mais Roy Nelson, non, là je peux plus. Jared Rosholt. Ouais. Bon, alors, il est anti-sportif. Non, moi j'ai Roy Nelson à la victoire, mais juste j'en ai marre de le voir, quoi. S'il peut aller au Bellator, ça m'arrange pas. Voilà. Non, mais même à un moment donné, il faudrait que Dana White lui dise t'as pris suffisamment de raclés, tu peux avoir des dommages cérébraux qui vont arriver, genre merci, prends ta retraite. Ça suffit. Non, mais tu sais, pour vraiment ouais, puisque c'est un combattant qui était génial. Hein. Il a un knockout power, il est super intéressant à voir combattre. Il se passe toujours des trucs avec lui. Mais là, à un moment, on a que. Donc, il y a 3 combats où on est d'accord et 2 combats où on n'est pas d'accord. Et enfin, Johnny Hendricks, Stephen Thompson. Alors là, on peut les présenter un petit peu. Ouais. Comme ça, les gens, au moins, ils auront les éléments. C'est un combat très important pour les deux, surtout pour Hendricks, j'ai envie de dire. Alors, Hendricks, c'est quelqu'un qui est extrêmement sérieux dans son palmarès. Il a battu Condit, il a battu Lawler. C'est d'ailleurs le dernier à avoir battu Lawler. Depuis, t'as l'impression que Lawler, il est juste imbattable. Tu peux lui mettre n'importe qui. Ouais, il va finir par remporter la décision. Voilà, il a perdu face à GSP. Et il a perdu aussi une fois. Il a perdu alors qu'il avait quand même fait un super combat, ouais. Ouais, et il a perdu face à Lawler. Donc, il vient de la lutte. Donc, c'est un très très gros niveau au sol. Ouais. Et il est puissant en frappe. Ouais. Ça, c'est pour les atouts. Le gros problème, c'est que ces weight cuts, elles sont lamentables depuis les 2 derniers combats, je crois. Notamment le dernier où il a terminé à l'hôpital parce que c'était avec des calculs rénaux ou des trucs comme ça, déshydraté, calculs rénaux, et il était vraiment pas en bonne santé. Bon, là il a changé son régime, il a changé de préparateur physique. C'est exactement le combattant opposé de Thompson. Ouais. C'est un peu, en fait... C'est un super match-up. Thompson, c'est qu'on dit en très légèrement moins fort, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a un... Peut-être un peu plus athlétique, mais un peu moins... Plus athlétique, mais il a une base de kickboxing, il est très élégant, il est fluide, il est facile, il est beau à voir combattre, il est agréable. Il est moins puissant que Condit, mais peut-être un peu plus athlétique, ouais. Il est moins fort que Condit, même, on peut dire. Et bon, il a fait venir un coach, Matt Miller, qui est canadien, il l'a fait venir du Canada, qui est à peu près dans les gabarits de Hendricks. Ouais. C'est le seul combat, moi, où j'avoue, je suis absolument dans l'inconnu. C'est-à-dire que la logique voudrait que ce soit Hendricks au palmarès parce qu'il a battu des vrais noms dans le domaine. Mais Thompson, justement, il a affronté Ellenberger, qui est un lutteur un peu à l'image de Hendricks, ouais. Avec justement une bonne force en frappe. Et il a réussi à le paralyser complètement. Alors, c'est ce qu'on a dit, Ellenberger, il affronte aussi des gros calibres et il est dans une perte de vitesse en ce moment. Hendricks est lui aussi en perte de vitesse. Malheureusement, on peut pas mettre... Enfin, on peut mettre match nul On pourrait, mais non. On pourrait, mais c'est pas réaliste. Moi, je vais te laisser décider en premier ou peut-être encore présenter le combat si tu as d'autres choses à dire. Non, mais moi, j'avoue que je suis vraiment indécis sur l'issue du combat. Le contexte du combat pour Hendricks, c'est un combat... C'est qui tout double. Ouais, assez important. Qui tout double, peut-être pas, parce qu'il est pas complètement retombé dans la catégorie, mais... Il avait été blessé, pardon, dans l'avant-dernier combat. Mais il commence à être loin de la ceinture, là. Il annule parce qu'il a les calculs rénaux. Si là, il perd face à Thompson, c'est un coup de projecteur pour lui, un coup en avant dans la division. Et lui, il y aura clairement Tyron Woodley qui sera devant. Il y aura Rory McDonald, Carlos Condit, Lawler, et GSP s'il revient. GSP. Ça fait beaucoup de combattants. Ouais. Damien Maia qui est en train d'être sur une très très grosse série de victoires. Ouais. Après, qui est en fin de carrière, mais qui... Non, mais qui monte le bout de son nez. Il a un beau combat là qui arrive, Damien Maia, face à... Qui déjà ? Excuse-moi, dans pas longtemps. Pour moi, c'est le meilleur combattant de jiu-jitsu de tout l'UFC, Damien Maia. Clairement, ouais. Tout l'UFC, pour moi, c'est le meilleur. Mais donc, pound for pound, il est c'est marrant parce que ce combat, d'un point de vue de jiu-jitsu pur. Hein. Ce combat, en fait, quand tu l'analyses là avant, en termes de situation des deux, je trouve que c'est réellement indécis. Il n'y a pas de vrai challenger, il n'y a pas de contender, il n'y a rien. Y a pas de... Moi, je vois une décision. Donc, je te dis déjà, je vois une victoire à la décision. Je vois pas une victoire par KO. Ni par soumission. Mais tu vas pas te dire de qui parce que le but c'est d'annoncer. Je le dis, ok. Alors je vois Hendricks à la décision. Moi. Tu vois Hendricks à la décision, ok. Non, je souhaite pas forcément parce que j'aime beaucoup Thompson, mais je vois Hendricks à la décision. Ça fait 1h13 qu'on les tient, je vais les tenir encore 5 minutes le temps de me décider parce que je me suis pas décidé. Non, dernière chose qu'il faut dire, c'est que Thompson, il est entraîneur dans la salle de son père. Enfin, c'est le head coach de Thompson, c'est son père. Son père, c'est un ancien combattant aussi kickboxer qui a une salle de gym dans laquelle s'entraîne son fils. Et son fils est donc, Thompson le combattant, entraîneur depuis qu'il a 15 ans de karaté pour les petits. J'ai l'impression qu'il a peut-être une fraîcheur mentale. Que n'a pas Hendricks ?
que n'a pas Hendricks. Hendricks, il va avoir le poids enfin, les deux vont avoir des poids. Thompson va avoir le poids de devoir, il a dit clairement, c'est le plus gros challenge de ma vie face à Hendricks, et Hendricks va avoir le challenge de montrer qu'il est encore capable d'aller titiller le haut niveau, et que pourquoi pas, si c'est le rematch de Condit, ou alors le retour du GSP, ou alors Tyron Woodley qui a finalement ce title shot. Il le mérite, ouais. Parce qu'il le mérite. Hendricks pourrait revenir à l'issue d'un de ces 3 combats-là s'il bat Thompson en... C'est un petit peu un combat qui tout double, comme tu l'as dit, ouais. Normalement, moi je vais te dire Hendricks favori, mais déjà j'ai envie de dire quelque chose de différent pour toi, donc je vais choisir Stephen Thompson, mais surtout j'aime bien son style esthétique, j'aime bien le côté Carlos Condit, j'aime bien l'aisance, la facilité comme Uriah Hall, ouais. J'aime bien Yair Rodriguez. C'est un Sage Northcutt qui serait un peu abouti, ouais, c'est ça. Une sorte de Sage terminé, produit. Mais d'ailleurs, je crois qu'il appelle aussi son perceur, donc voilà. pour te dire, il a juste la mâchoire un peu moins carrée, le menton un peu moins carré, mais c'est moins Ken. Mais remarque, c'est Ken aussi à 35 ans, quoi. C'est ça, c'est Ken qui a vieilli, ouais. Donc voilà, on va checker tout ça sur la prochaine émission, on verra. Ok, donc on prévoit un épisode 3. Alors, il y a plusieurs choses à annoncer. Normalement, si tout va bien, on poste ce week-end l'interview de Erwan Lecor, le coach de mouvement de Carlos Condit. Donc ça, ce serait pour ce week-end, pour samedi, si tout va bien. Et la semaine prochaine, on va débriefer un peu comme on a débriefé aujourd'hui l'UFC on Fox 18. On va débriefer l'UFC Fight Night 82 le week-end du week-end prochain. Donc on le débriefera en courant de semaine. Logiquement, comme aujourd'hui, je pense un mercredi. On va rien annoncer encore de définitif. Mais ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, si tout va bien, on aura un débrief de l'UFC Fight Night 82. Et ben voilà pour l'émission. Merci à tous de nous avoir suivis pour cet épisode. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao, à bientôt. Ciao.